la croix, c'est la croix des chevaliers teutoniques. Joseph Vac s'est éteint à l'âge de 90 ans. Cet habitant de Roulin, originaire de Cadenbronn, était la mémoire de sa commune et citoyen d'honneur. En 2005, il participait à un documentaire produit par Mosaïque sur l'histoire des 4 villages des seigneurs de Kerpen. Roulin appartenait, comme tous les villages, à des seigneurs pendant toute l'époque de la féodalité, c'est-à-dire depuis son origine jusqu'à la Révolution française. Et ça fait quand même plus de 1000 ans. Il y a 1000 ans d'histoire sous la féodalité. L'origine de cette époque lointaine n'est pas tellement connue, elle est plutôt connue à partir des comtes de Sarrebruck. Lorsque Charlemagne avait créé les comtés pour administrer son immense empire, les comtes de Sarrebruck ont réussi à faire un comté indépendant dans notre région avec des biens assez dispersés et l'ont fait gérer par des vassaux à eux, des gens qui habitaient sur place, une espèce de petite noblesse campagnarde assez rude, bien choisie et qui tenait les villageois en main et qui gérait bien tous ces biens pour le compte du Seigneur. Alors, vous voulez savoir quels étaient ces seigneurs? On ne peut pas tous les citer. Moi, je connais les Wolstein, les Wassberg, les von der Ecke. Et il y avait quand même une famille qui était très connue. Ils se faisaient appeler von Ruldingen. Alors, c'était une famille dont on connaît les origines aux environs de 1415. Alors, ça remonte très loin. Il y a à travers des textes de notaires, des échanges, des achats. Et c'est justement cette lignée-là qui a géré Roulin pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que la lignée s'est éteinte. Et cette extinction-là a eu lieu en 1552. C'est une date historique très intéressante. À partir de ce moment-là, il y a une dame qui s'appelait Margaretha von Ruldingen, qui était mariée avec un écuyer allemand qui s'appelait Jobst von Monsinghen, et qui est décédé, et il n'y avait plus d'héritage, il n'y avait plus de descendants de cette lignée. Et les comtes de Sarrebruck, ils ont donné ça à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'était les Kerpen. On ne pouvait pas ne pas être sujet de quelqu'un à moins d'être seigneur, quoi. Il y avait une hiérarchie complète depuis l'empereur jusqu'à ceux qu'on appelait les vassallés, qui étaient le dernier degré des gens qui avaient travaillé dans un fief. Comme on ne peut pas raconter l'histoire des 35 procès, je vais vous en raconter un qui était spectaculaire et dont on connaît bien l'origine et l'issue. C'est ce qu'on appelait le procès de la corvée. La corvée, c'est, comme tout le monde sait, un devoir des sujets d'effectuer des travaux pour le compte du Seigneur, entretien du château, etc. Bon, comme c'était des paysans, il y avait des charrois, comme on disait, à faire, de foin, de vin, tout ce qu'on voulait vers le château du Seigneur. Et ces corvées-là, ils étaient fixés pendant l'occupation française, aux environs de 1684. Il y avait un intendant mandé par Louis XIV qui a fixé la durée des corvées à 2 jours en été, plus 2 jours en hiver pour les paysans, avec attelage, et le double pour ceux qui n'avaient pas d'attelage, qui faisaient que de la main-d'œuvre. Et après la guerre de 30 ans, toutes les destructions, tout, et puis en même temps, un jeune baron de Kerpen qui avait pris le pouvoir, il s'appelait Johann Ferdinand von Kerpen, qui avait pris le pouvoir et qui était dynamique, si on veut. Il a commencé à construire il a construit en même temps 2 bergeries, 3 granges et une usine, une tuilerie, pour fabriquer des tuiles et des briques. Alors il avait besoin en plus de toute cette main-d'œuvre pour faire le travail ordinaire, de beaucoup plus de main-d'œuvre. Et les sujets, ils étaient dociles, ils se sont exécutés pendant à peu près 24 ans, et jusqu'au jour où
le baron avait augmenté considérablement les nombres de journées de corvée qui atteignaient jusqu'à 60 par an, ce qui était énorme, et que finalement même des gens obéissants, dociles à l'extrême, ils ne pouvaient plus supporter, et il y a eu donc un conflit qui s'est déclaré en 1722 au mois de février, et ils ont refusé toutes les corvées, tout simplement. Le baron, il a porté plainte, d'habitude il envoyait l'armée pour mettre de l'ordre, mais là il a simplement porté plainte de la façon la plus normale et légale devant un tribunal de Coblence qui a condamné les sujets à payer 24 Goldgulden, donc un argent que nous ne connaissons plus mais qui c'était une grande valeur, et ils ont refusé de les payer, ils sont allés en appel. Alors vous voyez, nous avons déjà une justice qui ressemble beaucoup à la nôtre, hein. Et l'appel a été entendu par la Reichsritterschaftsdirektorium, c'est-à-dire par le tribunal de grande instance de Wetzlar. Alors, le procès a eu lieu, les sujets étaient défendus, avaient choisi un avocat, hein, qui était le docteur Scheuer, et le seigneur s'est fait représenter par un autre avocat qui était le docteur Sachs. Alors, c'était une affaire qui devenait affaire de tribunal et affaire d'avocat. Et les plaidoyers ont eu lieu, enfin, disons voir, en 1732, c'était déjà 10 ans après l'origine du conflit. Ah, un truc, ça, après l'origine du conflit. Et les avocats ont défendu, évidemment, avec acharnement, les arguments de chacun, et finalement le procès il a été remis, et de remise en remise le jugement a été prononcé au mois de mars 1759. Le procès avait duré 27 ans et les sujets ont été condamnés à payer 256 Goldgulden, hein, qui est donc cet même argent qu'on avait déjà entendu auparavant. Ils ont même été condamnés à les apporter en argent liquide à Wetzlar. Alors, en cette année, donc 1759, il y a un homme de Roulin qui s'appelait Étienne Villard, Stéphane, qu'on disait Stéphane Villard. Il est parti avec sa calèche et son meilleur cheval. Et au passant à Lixin, il a chargé un homme jeune aussi, qui était le futur maire de Lixin, qui s'appelait Clément Hein. Et ils sont allés tous les deux à Wetzlar, qui était distant de 52 lieues, ce qui fait à peu près 230 km. Ils ont mis 3 jours à y aller. Et le 25 mars 1759, ils ont posé sur le bureau du greffier du tribunal de Wetzlar une bourse contenant 250 Gulden du Rhin, comment on dit, Goldgulden, et ils en ont reçu quittance. Oui, ça se faisait dans les règles. Voilà. À part les 60 journées de corvée, ces deux hommes, ils avaient fait encore 5 journées de corvée en plus cette année 1759. En 2009, à 83 ans, Joseph Vaque raconte avec d'autres témoins de la région l'évacuation de 1939. L'annonce de l'évacuation est évidemment tombée brutalement et on n'avait que quelques heures pour se préparer, mais ce n'était pas franchement une surprise. Les gens étaient affolés, non pas qu'ils couraient à droite et à gauche, mais ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi emballer, quoi emmener, puisqu'on était limité au point de vue bagages, etc. Les charrettes étaient prêtes, les chevaux étaient répartis. C'est-à-dire voir qu'il y avait des gens qui avaient 3 chevaux, ils en ont prêté un à ceux qui n'en avaient qu'un, de manière à ce qu'il y avait 2 chevaux à chaque charrette. Rien que de nous servir une soupe à l'arrivée, nous mettre assis autour d'une table et puis manger quelque chose de chaud, c'est déjà énorme. Ça, on était bien accueillis. On nous a attribué une maison qui était vide, mais on nous a donné que 2 pièces, une cuisine et une chambre à coucher. Et les autres pièces, on les a réservées pour des petites familles de 2-3 personnes, si bien qu'à la fin, on était une quinzaine de personnes dans cette maison, assez à l'étroit, mais quand même logés. On avait un toit sur la tête.
Dans le village-là, on avait une chance inouïe. Il y avait un homme qui parlait parfaitement l'allemand et on a compris pourquoi. Il a fait la guerre de 14, il a été fait prisonnier dans les premiers jours de la guerre. Il a été comme prisonnier de guerre dans une ferme pendant 4 ans. Donc il parlait très, très correctement l'allemand et c'était le pilier pour la communication des réfugiés avec les gens du village. Notre vie familiale, domestique, était extrêmement primitive. Ce qui a surtout amélioré l'ordinaire, c'est qu'on a été travailler chez les paysans, faire les vendanges, etc. On était payés, mais on profitait aussi de certaines choses, du lait, des œufs, etc., que les paysans ils nous donnaient. La Charente, c'était pour nous quelque chose comme le bout du monde, c'était un autre monde, tout était différent. On ne peut pas s'imaginer les maisons, l'aspect des maisons, etc. Et tous les moindres détails, tout était différent. Il y avait la vigne qui dominait le paysage. Et lorsqu'on a fait les vendanges, on a trouvé des pêchers dans les vignes. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a appris à manger des escargots. Chez nous, le cimetière, il était autour de l'église, dans le village. Et là, les cimetières, ils étaient éloignés à 300-400 mètres des villages. Les enterrements, eux, ils avaient un corbillard qui était tiré par un cheval. Chez nous, c'était des porteurs qui portaient le cercueil. Je pourrais énumérer à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Tout était différent. Il y a eu très peu d'incidents, mais c'était quand même une ambiance qui était détériorée par rapport à ce qu'elle était avant. Parce que les réfugiés, ils savaient parler l'allemand et on voyait toujours les réfugiés parler avec des soldats allemands. C'était assez mal vu par les Charentais parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à avoir de contact. Ils se demandaient ce que nous, on pouvait bien leur dire. Devenir allemand, ce n'était pas un problème. On rentre chez nous, dans notre maison, on va refaire notre vie telle qu'elle était avant, qu'on soit français ou allemand. Évidemment, le gros problème du retour, c'était l'arrêt à Saint-Dizier. Saint-Dizier, c'était une station d'épuration, qu'on peut dire, où on était pris sous la loupe et où certaines personnes ont été refoulées. Là, on avait compris le régime qui écartait tout ce qui ne lui plaisait pas et que c'était un régime inhumain. En 2010, Joseph Wack est aussi l'invité de Plate-Bande. Le plateau est installé dans la Maison des Arts et Traditions de Roulin, un lieu de mémoire où il a passé beaucoup de temps prêtant main forte, malgré son âge, aux travaux de restauration. Der wollte sofort anfangen? Ja, ja, wieder direkt anfangen, was sind denn dann da? Gut, also wir fangen in der Küche an, das ist ein Kaffeemehl. Ne? Ja. Kaffeemehl. Damals hat es noch keinen Kaffee gegeben, wo gemahlen war. Sous vide ist er jetzt noch sogar. Ne? Da hat man es selber mahlen. Ne? Die haben so Geld an der Wand Ja, die Dinger, und gell? das war nicht so schlimm. Der ist dann eben aufgemacht worden, der Kaffeering, und war der so schön fein gemahlen. Aber ich habe es vorher besser gezeigt, weil da hat man nicht gemalt auf dem Knie. Wie hat man dann da gemalt mit dem Ding? Kaffeemehl. Man hat es zwischen die Beine geklemmt. Ja. Da hat man schon müssen schwer Das ist, meine Großmutter, die hat Angst gehabt vom Gewitter. Und wenn es Herd gedimmelt hat, das ist richtig, Herd gedimmelt hat, da ist die hat die Kaffeemehl geholt, hat sich auf die Speichertreppe gesetzt und hat Krach gemacht, dass sie der Donner nicht gehört hat. Da hat es Kaffee gegeben, ne? Ja, und wenn das Gewitter lang gedauert hat, haben wir Kaffee gehabt für den ganzen Tag. Das habe ich. Hey, und an der Kaffeemehl, da ist noch unten eine kleine Schublade. Ja, Schublade, ja, Wo sicher. man den Kaffee nicht Sicher, rausholt, ne? sicher, für den Kaffee rausholen. Ja, voilà. Und der Ist da noch Kaffee drin? Nee. Ja, ist keiner drin. Das Gewicht Also, wird ein bisschen mitgebracht. Jetzt so von der Küche an gehen wir ins Schlafzimmer. Ne? Ja. Ein sehr wichtiger Stück Wenn man viel Möbel Kaffee im Schlafzimmer. wenn man viel Kaffee getrunken hat, ne? Das wäre jetzt ein Ding vom Herwes in Chronik. Ne? Das ist ein Wort. Also wir sind Potchambre. Ja. Und das ist das französische Wort Potchambre. Ja, Haben wir im Blatt kein Wort können finden, als wir das französische Wort müssen Potchambre, holen. schön. Auf Deutsch sagen wir Nachttopf. Ja. Nachttopf. Naja, von Nachttopf kann ich der Art meistens, aber man kann ihn da auch benutzen. Ne? Ja. Also wir haben am vorigen Sonntag haben wir eine Ausstellung gehabt mit ca. 10 Sorten, verschiedene. Die, wo der Rand haben, haben sich gerne drauf sitzen. Und die, wo keinen Rand gehabt haben, hat man müssen stehen oder
Knie, naja, je nachdem. Ne? Oh, Das wird schon. Also die Deutschen sagen Nachthupf, ne? Ja, Nachthupf. Aber bei uns hat so früher das richtige Blattwort, bei uns hat es gesagt der Have. Der Have. Aber der Have, da war aber der Kochhave. Ja, ach, no. Der Kochhave und der Have, das war der Have, sonst hat man nichts dazu gesagt. Ne? Ja. Also das gibt eine schöne Chronik. Schöne Chronik, ja. Das Ja, das mit dem Potchambre ist gut, weil mir wäre immer gefragt, Erwin, hast du erst Platt geredet oder erst Französisch? Französisch. Aber wir Plattretter haben auch Französisch Ja, das geredet. hätte ich. Gut, also. Aber die älteren Leute haben doch kein Potchambre gehabt, die haben eine EMA gehabt, oder? Ja, sicher. Ja, ja. Sicher. Es hat ja richtig der Stuhl mit dem Loch drin. Ne? Das auch noch, Oder ja. mit dem Deckel hat man keine zumachen. Ne? Es hat sogar sehr fein, wir haben am Sonntag haben wir sehr schöne Modelle da gehabt. Ne? Also sogar, wo sehr fein waren. Ne? Das war ein Stuhl, war gepolstert sogar. Ne? wow. Und Deckel drauf und der Have, so mal Have, ne? Ja. Ist unter drunter gekommen. Auf dem Have war ein Deckel und auf dem Stuhl war ein Deckel, war doppelt zugedeckt. Also, Komplett. Das ist dann Novel. ja, aber das war fein. Das haben wir im Kohlegebiet nicht gehabt. Ne? Was haben Sie dann damit gemacht? Haben Sie es in den Garten geschickt oder eine Nuss Ja. geschickt auf die Straße? Ich kann mich erinnern, dass in Vorbach hat der Mayor von Vorbach Arrêté municipal. Also, was du jetzt sagst. Arrêté municipal. Der Mayor hat ein Zettel angeschlagen an die Mairie, dass man den Potchambre nach 7 Uhr morgens nicht mehr darf auf die Straße schicken. Oh ja. Ja, nee. Das ist die Ordnung, ne? Ist in Vorbach Ja, gewesen. in Ne? Vorbach. Verordnung war Was das, ist ja. vor dem Krieg, was weg noch? Im Dorf war doch kein Problem. Das war ja nur in der Stadt, wo sie die Probleme gehabt Ja, ja, haben. Ne? Stadtlied. Im Dorf war ja kein Problem. Die haben in den Stall geschüttet. Ja, Ne? Da ist ja mit dem Mischwasser fortgelaufen. Das Ja. war alles kein Problem. Ne? 2016, Mosaïque on Tour fait escale à Roulin, l'occasion d'écouter une fois encore une histoire insolite comme Joseph Vac savait si bien le faire. Et mon invité, c'est Joseph Vac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'histoire, vous connaissez particulièrement bien Roulin et vous êtes venu nous raconter une histoire, une anecdote qui se déroule dans les années à peu près 1920. Oui, d'accord. Je vais vous raconter une petite histoire qui ne dure pas trop longtemps. Dans les années 20, jusque vers la guerre, 1939-40, le conseil municipal devait désigner le paysan qui était chargé de tenir le mâle pour les troupeaux d'animaux qui étaient nombreux dans le village. Par exemple, le taureau, il y avait la même chose pour le bouc et le bélier. Alors, dans les années 20, on a désigné un paysan qui habitait pas loin de l'église, qu'on appelait le poupes parce qu'il n'était pas très grand. Et un jour, il a conduit le taureau à l'abreuvoir qui se trouvait devant l'église. Il y a maintenant une fontaine luxueuse qui a remplacé cet abreuvoir. Et en rentrant, il a longé la rue et il a passé tout près d'une maison dont la fenêtre était assez basse, à peine 1 mètre au-dessus du niveau du trottoir. Alors le taureau, en passant, il a vu son image se refléter dans cette fenêtre. Et il a cru que c'était un adversaire, un autre taureau qui était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé tête baissée dans le carreau, dans la fenêtre. Il a enfoncé la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la fenêtre? C'était l'évier de la cuisine sur lequel il y avait la vaisselle de midi. Et le taureau, il a passé à travers la fenêtre, il a mis les pieds de devant dans l'évier. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus de taureau puisque la fenêtre était cassée. Et puis, il s'est retiré et puis il est rentré tranquillement à la maison. Alors, comme vous pouvez le voir, en conclusion, Roulin était un village dynamique. Il y avait même les taureaux qui mettaient les pieds dans le plat. Merci pour cette anecdote.